session éclair, on va parler du leader terrain de la transformation numérique, un catalyseur de l'agilité d'affaires. Donc, ça va être assez différent de la présentation juste avant, qui était pas mal technique. Là, on va aller à un niveau un peu plus business. Alors, si je peux me présenter rapidement, Mehdi Akalay, je suis architecte d'affaires chez Bell Marché Affaires depuis 2018. Et ça fait 10 ans que je travaille dans le domaine de la transformation numérique en grande entreprise. Alors, j'ai beaucoup travaillé avec les TI et depuis 2018, donc chez Bell, je suis plus avec la business. Donc, je travaille directement avec la business. Donc, ce qui m'a amené vraiment une perspective business différente, intéressante. Puis c'est ça aujourd'hui aussi que je veux partager avec vous. Dans le cadre d'un programme de transformation sur lequel j'ai travaillé. Et ce programme de transformation, il consiste en quoi? C'est exposer des services d'affaires par des API afin d'automatiser des processus opérationnels, améliorer les expériences clients et employés. Et c'est un programme qui dure depuis 2 ans et quelques. Et là, j'aimerais partager avec vous un retour d'expérience, une réflexion sur le sujet, à partir de la question suivante. Comment le leader terrain de la transformation numérique peut-il favoriser une agilité d'affaires véritable dans une grande entreprise? Donc, le mot terrain ici n'est pas négligeable parce que vraiment, on se situe dans l'action. On est dans le champ de bataille avec les équipes opérationnelles, avec les équipes de réalisation. Puis, c'est un rôle, hein, ce n'est pas un poste précis. Les fonctions et compétences clés qu'on a identifiées, qu'on va vous présenter plus tard, ça s'est fait vraiment de façon itérative, de façon empirique. Et en termes de levier, c'est vraiment l'influence et la collaboration. On ne parle pas ici de structure hiérarchique et d'autorité. Alors, en parlant de transformation numérique, alors les études se suivent et se ressemblent durant les 10 dernières années. La transformation numérique, c'est très difficile. Le taux d'échec est très élevé. Et un des principaux obstacles qui ressort étude après étude, comme le montre celle-ci, celle de McKinsey, c'est l'aspect culturel. En effet, c'est une solution d'affaires, c'est people, process and technology, puis la culture, c'est autour du people and process, qui est finalement aussi important, sinon plus que la technologie. Il y a aussi la partie structure organisationnelle que j'ai packagée aussi ici. Structure organisationnelle, ici, ça apparaît peut-être dans le point numéro 5. Puis en gros, c'est que les structures organisationnelles de nos entreprises aujourd'hui sont plus designées dans une optique run the enterprise plutôt que transform the enterprise, dans une optique fonction plutôt que valeur. Enjeu numéro 2, la complication interne de nos organisations. Et là, je me suis basé sur une étude de Yves Morieux. Yves Morieux, c'est vraiment un consultant qui est hyper connu dans le domaine de la productivité en entreprise. Il dirige l'institut de BCG, Boston Consulting Group, l'institut mondial sur la productivité et les études organisationnelles. Et ce que BCG a révélé donc, dans leurs études, 2 choses. Durant les 60 dernières années, l'environnement économique des entreprises, la complexité de cet environnement a été multipliée par 6. Et pour adresser cette complexité, l'indice de complication, hein, c'est un terme qu'ils ont créé, l'indice, lui, par contre, a été multiplié par 35. Donc, en gros, le principal message de Yves Morieux, c'est que la vraie bataille n'est pas contre les entreprises concurrentes, mais contre nous-mêmes, contre notre complication interne, les processus, les structures, les systèmes, les mesures de performance, les comités, name it. Ça en fait pas mal. Complication interne. Enjeu numéro 2. Enjeu numéro 3, le non-alignement entre la stratégie d'une part et sa concrétisation, sa réalisation. Première étude, le Standish Group, il fait des études depuis 25 ans. C'est assez connu dans notre domaine. Et bon an, mal an, finalement, les projets sont réalisés avec succès dans seulement moins de 30% des cas. Donc, seulement moins de 30% des cas dans lesquels la stratégie est concrétisée vraiment dans la réalisation. Deuxième étude aussi intéressante, seuls 2% des dirigeants sont vraiment confiants de réaliser de 80 à 100% de leur objectif stratégique. Finalement, selon les CEO, seuls 5% des employés comprennent vraiment les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, on a vraiment un disconnect ici entre la stratégie, sa réalisation, la transparence dans la vision, la stratégie de ce qu'on veut faire.
Et si je passe à notre contexte d'affaires à nous, puis je vais revenir aux enjeux après. Donc nous, je parlais d'une transformation d'affaires par les API. Donc ici, j'essaie d'expliquer notre vision, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Donc en gros, au milieu, nous avons notre écosystème numérique. L'écosystème numérique, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de gérer nos produits et services. Ici, on a 5 familles de produits et services. Services gérés, infra, connectivité, professionnelle, infonuagique. Et l'API, c'est quoi? L'API ici, c'est le point d'entrée dans notre écosystème numérique qui permet d'accéder à ces fonctions d'affaires. Et qu'est-ce qu'on fait à travers l'API? C'est qu'on va exposer ces fonctions d'affaires à notre client qui est en bas. Nos clients, dans ce contexte-là, ce sont les entreprises canadiennes, les grandes entreprises canadiennes, compagnies d'aviation, banques, etc., etc. Et nous exposons à travers ces API 3 domaines d'affaires, surtout les produits et services au-dessus. Assurance du service, son approvisionnement et la gestion de changement. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, mais j'ai un exemple. En termes de bénéfices, par le passé, pour connecter un client, une grande entreprise canadienne, on faisait une interface custom. Donc, c'était lent, c'était cher, c'était compliqué, pas réutilisable. Là, avec notre API, d'un point de vue time to market, c'est incroyable. Là, on va 2 à 3 fois plus vite parce que standard, réutilisable. Puis les clients comprennent ça. Tant qu'on a un standard qui se tient, qui est costaud, on a choisi un standard de l'industrie qui s'appelle le TMF Open API. Ensuite, en termes de coût, vu que c'est réutilisable, ça nous coûte 6 fois moins cher, plus une meilleure expérience client avec les automatisations, un accès aux données en temps réel. Alors, si je devais prendre un exemple, pour que ce soit plus concret, arrêtons-nous 2 minutes, prenons un API. Dans ce cas-là, c'est l'API de gestion d'incidents dans le domaine de l'assurance. Donc, en haut, qu'est-ce que j'ai placé en haut? J'ai placé le client. Le client avec son écosystème, People, Process and Tools. En bas, on a Bell avec notre écosystème, People, Process and Tools. Le client, il a un problème. Dans un de ses magasins, par exemple, supposons que c'est une chaîne de magasins, bon, son IP VPN ne fonctionne pas. Il y a un souci. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Le magasin, ils vont appeler leur centre de tickets, le technicien prend l'appel, il va loguer l'incident dans leur ITSM. Ça, c'est le système de gestion d'incidents du client. Par la suite, vu que c'est relié à un produit de Bell, il va l'assigner à Bell. C'est là où la magie de l'API apparaît. L'API est appelée. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas, notre API? Il va directement se connecter à notre propre système interne de gestion des incidents. Il log l'incident et là, ça va déclencher un job plan. C'est quoi un job plan? C'est un workflow avec un technicien qui prend le ticket, il analyse, commence l'investigation, le troubleshooting. Au fur et à mesure, il met à jour le statut. Là, l'API est appelée encore. On voit ici l'API est appelée. Paf, track ticket. On permet au client de faire un tracking à travers une notification automatisée. Donc, le processus continue. À un moment donné, on arrive à la résolution. La résolution est documentée. On l'envoie au client. Est-ce que le client est d'accord? C'est vraiment résolu? Si oui, il confirme la résolution. Ça part encore à travers l'API. Et là, le ticket se ferme automatiquement. Donc, voici un exemple bout en bout de ce qu'on fait. Alors, dans ce contexte, rapidement, le périmètre couvert, c'est plus de 15 produits et services, 3 domaines d'affaires différents, 5 API, 30 opérations. Puis, on parle de 5 processus, bout en bout. Niveau L1, dans une architecture de process, c'est le niveau le plus élevé. Donc, quand on voit un peu notre périmètre et l'étendue, c'est normal que nous aussi, on a été confrontés aux enjeux parlés tantôt, là, les enjeux standards de l'industrie dans le cadre d'une transformation numérique, culture, structure organisationnelle, complications internes, vu qu'on est une grande entreprise, stratégie, alignement avec la réalisation. Alors, comment on a adressé ça? Retour d'expérience, donc réflexion sur les éléments de solution qu'on a amenés sur la table. Alors, si on s'arrête un moment et qu'on regarde des rôles traditionnels dans l'entreprise, puis en même temps, je peux vous poser la question, donc, dans votre contexte, est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que c'est les principaux rôles qui sont présents dans votre entreprise? Donc, généralement, ces rôles, c'est des positions, c'est des fonctions, des postes, avec une hiérarchie, une structure.
un périmètre bien défini. Mais la plupart de ces rôles, il n'y en a aucun qui va vraiment être bout en bout. C'est des rôles qui sont plus axés donc sur la fonction que sur la valeur. D'où nous sommes venus avec une idée, un concept, c'est un rôle, c'est pas une position hiérarchique, c'est vraiment un rôle axé sur la valeur. On l'appelait le leader terrain de la transformation numérique avec 6 caractéristiques, 6 fonctions clés. À droite, j'ai mis les enjeux qu'on a parlé tantôt avec un mapping. Donc, si je commence par le premier, donc c'est un rôle qui se situe au niveau de la business. Hein. Comme j'ai dit tantôt, c'est à la business de prendre quand même certaines choses en main pour avoir cette vue holistique. Et la première chose, c'est intégrateur affaires, interdomaine et interdépartement. Donc, en gros, c'est quoi l'idée ici? L'idée, c'est de traverser les silos. Hein. Dans une entreprise, on a des silos. C'est normal, ça fait partie de la vie, des silos. Et en tant qu'intégrateur affaires aussi, il va aider l'initiative de transformation numérique à naviguer dans la complication interne. Donc ça serait le numéro 1. Numéro 2, il est porteur du mandat, de la stratégie. Hein. Vraiment là, on est au tout début. Vision, il travaille sur le business case, il travaille sur le business model, il travaille au niveau exécutif pour aller chercher l'argent, pour convaincre de la viabilité du projet. Puis il va continuer jusqu'à sa réalisation. Donc là, il est en mesure de faire un alignement continu entre les deux, bout en bout. Un alignement non seulement au niveau stratégique, mais aussi au niveau réalisation. Donc, il va ramener cet apprentissage en haut et vice-versa. Troisième point, une gestion dynamique du scope fonctionnel et du budget. Donc, dynamique, bien sûr, c'est important. Et ici, j'ai mis les deux ensemble parce que souvent, les deux sont séparés, c'est des entités différentes avec un processus bureaucratique, avec des autorisations en ce qui concerne le budget. Donc aujourd'hui, avec la rareté des ressources, c'est sûr que les budgets, les coûts sont clés, sont importants. Donc pour faire une véritable gestion dynamique du scope fonctionnel, on doit comprendre le budget, on doit le voir, on doit voir l'impact. On n'a pas besoin de passer par 36 000 paliers de signatures et d'autorisations. Mais le point 3, en fait, je ne demande pas, on ne demande pas un chèque en blanc. L'idée, c'est d'avoir une marge de manœuvre prédéterminée dès le début. Par exemple, 10% du budget, ça reste géré au niveau local, au niveau d'initiative de l'équipe, on vous fait confiance. Si ça dépasse ça, bon, là on va au niveau palier. Exemple, 10%, ça peut être 15, ça peut être 20, ça va dépendre. Prochain point, être à l'écoute de la voix du client, bien sûr, la gestion des demandes clients, être impliqué là-dedans. Alors, être impliqué directement de préférence. Dans une grande entreprise, parfois, il y a des intermédiaires. Donc, si on peut être direct, c'est encore mieux. Pour revenir tout de suite à une gestion dynamique du scope fonctionnel et du budget. Donc, par exemple, moi, j'ai eu un cas de figure où, par contrat, on devait livrer un feature. Préentendu, on a le budget pour ça. Et au moment où on a commencé à le faire, là, on a commencé à challenger les hypothèses derrière ce feature, derrière cette API. Et puis finalement, on se dit, mais est-ce qu'il y a vraiment de la valeur à le faire? Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir autrement? Parce qu'on avait déjà un portail qui faisait quelque chose plus ou moins similaire, mais pas tout à fait de même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est revenu à la table de discussion avec le client. On a essayé de comprendre son besoin. Et finalement, on est tombé sur un commun accord que la valeur n'était pas là. Donc, voilà, suite à ce travail collaboratif, on a pu revenir rapidement à notre scope et retirer cela du scope avant que nos équipes ne brûlent du gaz là-dessus. Parce qu'il y a ça aussi avec les contraintes de temps, on essaie d'aller vite et parfois on va vite mais pas dans la bonne direction. Donc en faisant cette gestion dynamique, on a arrêté notre équipe, arrêté le gaspillage. Non, gardons cet argent-là, on l'a retiré et puis on avait un autre feature qu'on voulait amener, auquel on croyait beaucoup, mais on n'avait pas d'argent. Donc du coup, on a ramené le prochain feature. Ça nous a permis ainsi d'amener plus de valeur à notre entreprise. Prochain point, responsable aussi du design de la business. Comme j'ai dit tantôt, une solution, c'est people, process and technology, et aussi product and services. Donc, l'idée ici du design de la business, c'est vraiment la conception qui fait la colle entre tout ça, de façon holistique. Et ça, c'est la responsabilité de la business, parce que c'est elle qui, en bout de ligne, est en contact avec les clients, vend les produits et services. Et dernier point,
participer à l'architecture de solutions parce qu'aujourd'hui, la business et les TI, c'est une seule et même chose. Donc, il faut être impliqué. Et en même temps, c'est une façon de partager avec nos partenaires TI notre vision d'affaires, de se faire challenger pour être en ligne ensemble, travailler ensemble sur les mêmes objectifs et en bout de ligne, avoir une meilleure collaboration. Là, je vois qu'il reste 3 minutes. Ouais. Euh, Souvent, on me pose la question, ouais, mais c'est-tu la même chose qu'un product owner? Ben là, la réponse est non, c'est pas la même chose qu'un product owner. Si on regarde les deux premiers, par exemple, un product owner, il n'est pas là à faire le croisement inter-silo et l'intégration business. Il n'est pas là au niveau nécessairement, il est rarement là au niveau de la stratégie business case jusqu'au bout. Il ne fait pas nécessairement le design de la business. Bien sûr, on a dans ce cadre de figure, ce qu'on a remarqué, vu que c'est quand même assez innovant, en tout cas dans notre contexte, c'est que il y a un changement d'état d'esprit. Hein. On avait l'approche plus traditionnelle avec nos chefs de projet, etc., qui était processus, structure, les règles, il faut suivre les règles. Ben, c'est sûr que dans le cadre d'une transformation, il faut un peu de flexibilité, il faut accepter le flou. Tout ne peut pas être documenté à l'avance dans des règles écrites. Planification détaillée, mais juste assez de planification. Scope et plan d'abord. Non, s'il vous plaît. Valeur d'abord. Besoin de prédiction. Ben, gardons-nous une marge de manœuvre, des options de solutions ouvertes hein, jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix. Focus sur le comment, plutôt focusant sur le pourquoi et le quoi, et laissant les équipes. Command and control, au contraire. Alignement, voilà notre objectif. Comment, voilà ce qu'on veut faire. Tout est clair, tout est documenté, on est accessible, on travaille en équipe, on est sur le terrain, on n'est pas enfermé dans un bureau ou dans une tour d'ivoire. D'où le mot terrain que j'ai rajouté dans ma conférence. Puis la version risque versus courage. Il faut être courageux, il faut dire les choses et essayer. Si on n'essaye pas, on n'apprend pas. 40. Alors, compétences clés, il y a des soft, hard. La première, elle est vraiment fondamentale. Il faut avoir une approche à la ligne startup. Donc, vraiment une approche entrepreneur. Même si on est dans une grande entreprise, ben là, il faut prendre le produit comme si c'était un produit là à sa naissance qu'on veut faire marcher, qu'on veut vendre. On gère notre budget, on essaie de faire peu avec plus, polyvalence, learner, communication, collaboration. Puis quelque chose d'intéressant que j'ai remarqué et que j'ai essayé de modéliser. Je l'ai appelé la méthode Z. Je vais l'expliquer tantôt. Mais bref, la plupart des exécutifs ou des professionnels, mettons, avec succès, utilisent cette méthode. Je vais la partager avec vous tantôt. Puis il y a des compétences plus hard, là. Je ne vais pas passer au travers tout de suite, mais qui sont disponibles dans mon deck. Donc la méthode Z. Donc pourquoi je l'ai appelée Z? Deux raisons. Première raison, parce que je suis un fan de Zorro. C'est mon héros d'enfance. Alors, ça me permet de revenir un petit peu en enfance. Et aussi parce que c'est vraiment une méthode en zigzag. Et on descend et on remonte. Donc, en gros, Z, c'est que il faut être capable de rester à haut niveau. Il faut être capable d'accepter des zones d'ombre, un flou pour commencer, naviguer. Mais à un moment donné, il faut être capable aussi de rapidement descendre dans le détail pour valider notre compréhension, valider la compréhension des équipes en aval pour réaligner le tout. Puis tout de suite, hein, zigzag, on remonte en haut pour affiner sa vision. Il ne faut pas rester en bas trop longtemps. La vision, on la raffine. Aussi, on communique cette vision à nos exécutifs. Puis on peut redescendre encore, donc zigzag en continu. Mais attention, trop haut niveau, on limite notre capacité d'agir. Trop bas niveau, on se noie dans les détails. Ça, c'est ma conclusion. Pour que ce modèle fonctionne, il y a quelques facteurs clés de succès. Ça prend un support exécutif. Dans mon cas, j'ai été beaucoup aidé par mon directeur qui m'a aidé à mettre en place ce modèle, qui est parti d'ailleurs de sa vision initiale. Marge de manœuvre budgétaire prédéterminée, comme je disais tantôt. Accès à des SMI par domaine d'affaires, on ne peut pas tout savoir. Choix du bon client, attention, il faut que ce soit un friendly customer. Première fois qu'on commence. La taille de l'initiative, hein, il ne faut pas que ce soit trop gros, pas trop visible, sinon ça peut créer des petits enjeux alors qu'on essaye des nouvelles idées, on essaie de partir à une nouvelle façon de faire.